Cette vidéo est financée par les membres de la chaîne. Cliquez sur rejoindre pour soutenir mon travail et bénéficier de toutes les séances sans pub et de 20 hypnoses inédites. Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski avec des hypnoses pour rêver et des interviews inspirantes. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre des étoiles plein la vue, 5 si possible, et des commentaires pleins d'empathie. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à une conférence qui s'appelle Neuroplanète, dans laquelle le magazine Le Point, reçoit à Nice des psychiatres, des psychothérapeutes, des chamans. Enfin, il y a tous les profils des gens qui s'intéressent à l'esprit humain. Et c'est un grand mélange, très tolérant et très sympathique, et on apprend des choses merveilleuses. Et quand j'y étais, j'ai donné une conférence, c'était assez amusant, il y avait à peu près 300 personnes dans la salle, et on a fait une grande hypnose, et j'avais devant moi 300 personnes en train de rêver qu'ils volaient au-dessus de l'océan, et qu'ils étaient Jonathan Livingstone de Goéland, vous savez, le classique de la littérature. Et après moi, il y avait Guillaume Néry que j'avais eu la chance d'interviewer et qui est un plongeur, qui a des records de plongée. Et il y avait un psychiatre et des neuroscientifiques qui parlaient du fonctionnement de son cerveau quand il est en train de plonger. Enfin, c'était passionnant. Et puis j'avais vu une histoire d'un chaman et d'un médecin. Et je m'étais dit, tiens, ça a l'air intéressant ça. Mais je pouvais pas être présent à la conférence. Et le lendemain matin, au déjeuner, qui je retrouve à ma table ? Eh bien, figurez-vous, un chaman tibétain qui s'appelle Pasang, la réalisatrice qui s'appelle Gaëlle et que vous allez découvrir dans un instant, et Frédéric, qui est médecin spécialiste de la douleur et qui avait passé une semaine avec ce chaman dans son hôpital à Reims pour essayer d'apporter des soins complémentaires à ceux qui souffrent. Et Gaëlle a été là pour filmer tout ça, et c'est elle que je reçois ce soir. Vous allez peut-être vous dire que je vire un petit peu ésotérique, ce n'est pas du tout le cas, parce que dans un podcast précédent, des invités m'ont parlé de médecine alternative, je ne m'y attendais pas. Là, on parle de quelque chose qui est pour moi une très très belle alliance, c'est-à-dire, on est dans un cadre hospitalier, il y a la sécurité de ce qu'on appelle l'allopathie, la médecine classique occidentale, et puis il y a un apport qui n'est pas dangereux, qui ne peut faire que du bien. Et pour la douleur, Dieu sait qu'il ne faut pas avoir les chakras fermés, parce qu'il y a plein de belles approches qui peuvent aider à se sentir mieux. L'hypnose en fait partie, mais vous allez voir avec Pasang, ce chaman tibétain, eh bien il en a bien d'autres, et je suis ravi d'accueillir Gaëlle. Alors, Gaëlle, après, je crois, ce qui a été la plus longue introduction au monde, je te dis d'abord bonsoir, je suis ravi que tu sois là. Ça me fait très très plaisir, et j'ai envie de te poser une question là, directement. Alors, je te dis tu parce qu'on s'est déjà rencontrés et que je te connais un tout petit peu. Tu as fait se rencontrer à l'hôpital de Reims, au service antidouleur, une médecin, Frédéric Arndt, spécialiste de la douleur, et un chaman tibétain. Alors, du Tibet, on connaît évidemment le bouddhisme tibétain, tout le monde connaît le Dalai Lama, on a de vagues idées de plateaux au Népal, de thé au beurre de yak, et de documentaires qu'on a pu voir, mais de chaman tibétain, moi, je n'avais, avant Pasang, jamais entendu parler du chamanisme tibétain. Donc, comment t'es venue l'idée et l'opportunité de faire se rencontrer un chaman tibétain, Pasang, et une médecin avec un nom bien français, Frédéric. Comment ça s'est fait? Comment c'est possible? Merci pour la question, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis heureuse d'être avec toi et ta communauté qui est nombreuse. Je vais répondre à cette question, mais d'abord je vais apporter une petite rectification, parce que Pasang, qui est lama, donc le lama c'est un moine avant tout bouddhiste, et puis lui il a une autre compétence et qualité qui fait que il soigne les gens. Voilà. Le bouddhisme est une sagesse, c'est une philosophie, une religion pour certains, si on sort des religions monothéistes. Et lui, il rajoute à sa palette d'outils le chamanisme. Alors, il est népalais.
Il n'est pas Mhm. tibétain. Et effectivement, il puise ses enseignements d'une tradition qui vient du Tibet, parce que c'est une très 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 vieille tradition. Je monte la main comme ça pour montrer que c'est sur les plateaux, vraiment c'est très très haut dans les montagnes, et c'est là qu'il a reçu ses premiers enseignements. Et c'est là aussi que l'intérêt, enfin en tout cas mon intérêt se porte plus précisément, notamment avec l'écriture d'un livre en ce moment sur le sujet, sur ce type de chamanisme qui s'appelle le chamanisme Bonpo et qui concerne désormais une toute petite population de personnes, voilà, avec des croyances, des rituels et des traditions autochtones très ancestrales et qui préexistent au bouddhisme de 7 siècles. Donc, vous voyez, ça, Mhm. en fait, on pourrait même dire que les bouddhistes ont décidé de s'approprier leur savoir. Euh, Mhm. c'est souvent ça les histoires de Donc voilà, après, de les religions se mélangent, font des syncrétismes et puisent les unes des autres, ça c'est sûr. Euh, et donc, il est lama, donc oui, bouddhiste, et en oui. même temps, il a cette culture et ce savoir issu donc d'une tribu qui s'appelle, ou plutôt d'un mouvement ou d'une religion qui s'appelle, redis-moi le nom s'il te plaît. Les bonnes les chamans bonnes ou bonnes. Les chamans Bonto. D'accord, très C'était bien. des prêtres, c'était des prêtres guérisseurs. Ils étaient dits prêtres guérisseurs à l'époque, et ils prennent en considération la nature autant que, en fait, tout le vivant. Voilà. Et ils s'occupent de soigner aussi bien les espaces, les lieux que les personnes, parce que tout ça forme un grand tout qui ne peut pas être dissocié, avec des chants, avec des danses, avec des rituels. Et comment les bouddhistes tibétains, on va dire classiques, Sacrés. acceptent-ils les chamans Bonto? Est-ce que tout ce petit monde vit en bonne entente? Ou est-ce qu'il y a quand même une sorte de méfiance, on va dire, entre le bouddhisme traditionnel et un savoir un peu plus ancien? C'est une bonne question que tu me poses. Alors, c'est bonne peau avec un P. C'est pas forcément facile. On est bien d'accord. Bonpo. Voilà. Tu peux dire bonne, ça simplifie. C'est comme bon, mais on prononce le N. Voilà. Et on met D'accord. un petit tréma sur le O. Euh, Oh, tu dépasses mes compétences, hein. oh, Comme je te le disais, ma connaissance du Tibet, c'est un petit peu de Tintin, des documentaires, quelques livres sur le bouddhisme tibétain, et, alors ça je le conseille à n'importe qui, parce que il y a tout le monde, parce que c'est merveilleux, c'est les livres d'Alexandra David-Nel, ah qui est oui. une exploratrice française qui était mariée, mais qui a presque quitté son mari pour aller au Tibet. Elle a été la première femme à atteindre Lhasa, et elle raconte des histoires extraordinaires. Mais tu vois, en dehors de ça, ça fait une sorte de petit mélange qui veut dire que je ne connais pas grand-chose sur le Népal, sur le Tibet, Alors, sur les traditions. Et alors, comment as-tu connu Pasang? passant, je l'ai connu tout simplement parce que la vie n'est jamais une succession de hasards, mais plutôt de rencontres dont on a plus ou moins conscience qu'elles sont programmées selon ce dont on a besoin finalement, au moment où on en a besoin. Même si on s'en rend pas toujours compte. Et Passang, je l'ai rencontré tout bêtement parce que ma vie a très longtemps tourné autour du travail, que je prends très au sérieux. Et mon travail, je l'aime beaucoup. C'est rencontrer des gens, rapporter et raconter ce que je peux capter d'eux. Tu es Euh, journaliste, réalisatrice, voilà. entre autres. Voilà. Et j'ai fait un reportage avec lui sur, on va dire, le zen, pour être très très large et très, voilà, c'est une émission au grand public sur le Mhm. zen. Et j'ai pu tester, je vous les ai préparés exprès pour vous les montrer. J'ai pu tester un de ces outils, je vais faire le Mhm. bruit, bien sûr, le maillet. Un bol tibétain, un bol chantant. Alors celui-là, il est assez rare hein, parce qu'il comporte 9 métaux. En général, les bols euh, plus petits comme ça, Mhm. comporte plutôt 7 métaux. Voilà. Et quand j'ai rencontré Passang, le son est beaucoup plus aigu. Oui, c'est le son plus classique qu'on entend dans tous les natures et découvertes de France, sans vouloir faire de pub. Oui, mais Et aussi dans les culturas et aussi dans tous ouais. les lieux où Mais on en vend fait, des bols ceux-là chauds. sont quand même fabriqués à 3000 mètres d'altitude à l'est du Népal. Euh,
de manière artisanale. Donc, tu étais à fond dans le boulot. Tu rencontres, Sur un coup grâce passant, au hasard de ton métier de journaliste, ouais. un lama, chaman, pour une émission sur le zen qui aurait dû être plutôt sur le Japon, mais bon, peu importe. Et Ben, non, mais voilà, voilà, c'est le hasard des rencontres. Ça t'a bouleversé ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça te marque autant? ça, moi, je pratique déjà parallèlement à d'autres croyances que j'ai, le bouddhisme depuis déjà 12-13 ans maintenant. Donc, il y avait un système de croyances et de valeurs et de sagesse qui me parlait. Mhm. Je comprenais son langage au-delà de la réceptivité de mon corps à ses soins. Et après, mon travail était de tester justement ces soins et ces pratiques. Et là, il s'est mis à mettre sur mon corps et autour de mon corps, j'étais allongée et on filmait tout ça, on va dire au moins une trentaine de bols de ce genre-là. Voilà. Mhm. Voilà. Et il a commencé à faire vibrer l'ensemble de mon corps. Donc il faut savoir que c'est un système assez complexe, ça paraît pas. On peut l'utiliser simplement pour le son et appeler ça de la sonothérapie. Ça fait du bien au cerveau, ça Mhm. relaxe, ça détend. Mais également, ça résonne avec tout notre être, avec nos os. Et ça résonne ça entre en résonance avec les fréquences de notre propre corps, parce que notre propre corps a des fréquences en fonction de ces zones. Et Donc, tu t'es senti comment lors de très cette bien, expérience? très bien. J'avais mal à la tête Mhm. et j'allais prendre un Doliprane parce que sur mon lieu de travail, en général, quand j'ai mal à la tête, je le soigne très vite. Mhm. Et puis, à l'issue de cette pratique, il ignorait que j'avais mal à la tête, mais il a sondé parce que le bol est capable de diagnostiquer et d'apporter un soin. Euh, Mhm. Dans la croyance, tout à fait. Ouais. pas que dans la croyance. Mhm. Ça s'explique de manière, voilà, bon, mais ça va être, Non, mais voilà. en tout cas, dans le cadre de la culture tibétaine et de ce type de médecine. Et, Oui, et est-ce que tu t'es senti bien? Est-ce que ça t'a mis dans un état de transe? Est-ce que tu as non, flotté un petit peu? Non, non, simplement le bien-être. Mais ça, c'est déjà ouais, pas mal. ouais, ouais, ouais. Donc, j'imagine qu'ensuite, vous avez davantage tissé de contacts. Et puis, c'est vrai que lui, il avait aussi de la chance de rencontrer finalement quelqu'un qui est assez proche de sa culture Ouais. par ta pratique du bouddhisme. Mhm. Et comment as-tu eu cette drôle d'idée un peu folle parce que même si les médecines complémentaires ou alternatives s'invitent de plus en plus à l'hôpital, ça ne va pas de soi. Comment t'es-tu dit, non, ouais, je vais faire venir Passang dans un hôpital et on va voir ce que ça donne. Ça m'a posé un certain nombre de questions puisque voilà, j'ai cette philosophie de vie qui m'aide à cheminer, comme une activité sportive ou musicale ou culturelle peut aider. Mais je suis aussi rationnelle et voilà, je suis Mhm. journaliste, enquêter, prouver, démontrer, etc. Euh, j'ai ressenti quelque chose qui m'a interrogée, qui m'a questionnée. Et j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Donc, j'ai commencé à m'entretenir avec lui de manière régulière. Mhm. Je lui posais tout un tas de questions sur qui il est, d'où il vient, comment il travaille, quels sont ses enseignements, comment il s'est retrouvé dans les montagnes du Jura, parce que désormais, il vit entre le Jura et le Népal. Voilà, tout un tas de questions. Ça a duré un certain temps, peut-être une année. Il y a eu plusieurs projets. Et puis, un jour, parce que ça a rencontré mon histoire personnelle aussi, de la médecine allopathique que j'avais pu connaître étant très jeune La et de médecine la allopathique, c'est la médecine occidentale classique, celle qu'on connaît en allant à locale. l'hôpital, chez son Ouais, médecin généraliste, etc. ouais. Donc les traitements classiques qu'on peut tous prendre Mhm. un Doliprane, c'est totalement allopathique. Utiliser le bol pour se débarrasser de ses maux de tête, c'est moins conventionnel. Et Mhm. je me suis dit que tout simplement, c'est j'avais aussi un fort désir et je travaillais déjà depuis de nombreuses années sur la culture ancestrale, les peuples premiers
et autochtones. Et je me disais qu'il y avait beaucoup de choses à puiser dans leur savoir ancestraux qu'on oubliait et qu'on négligeait complètement, alors que c'était bien souvent du bon sens et le bon sens même, et que ces peuples-là étaient un peu bafoués et parfois même carrément chassés de leur terre. Et donc, et ça, j'étais très sensible déjà à cette cause. Donc, en fait, tout Mhm. ça s'est corrélé. Et au moment de la rencontre avec Passang, et avec un peu de temps d'échange, de discussion, tout simplement humaine, eh ben, ça a pris corps, ça a pris forme, et j'ai voulu se faire rencontrer des mondes qui cherchent finalement la même chose, c'est-à-dire soigner les gens, contribuer, donner leur part de contribution à cette humanité avec leur savoir propre, tant mieux si ce ne sont pas les mêmes, justement, et les faire se rencontrer pour voir si ça peut aider, si ça peut marcher. Et voilà. Sachant que c'est amusant parce que c'est profondément culturel. Frédéric Arndt, qui est le médecin de ton documentaire, disait Ouais. que par exemple en Inde, eh bien, il y a des hôpitaux allopathiques classiques pour les problèmes graves et puis pour les maladies chroniques, celles qu'on a du mal à soigner ou qui créent un grand inconfort, il y a eh bien, des sortes d'hôpitaux avec de la médecine ayurvédique et les deux cohabitent en bonne entente. Et puis tout le monde connaît évidemment l'exemple de la Chine où là, pour le coup, dans les hôpitaux, on croise vraiment les deux approches en même temps et ça ne crée pas de conflit. Ce qui est amusant, c'est de penser que finalement, on est dans une culture qui est vraiment héritière d'un courant scientifique et puis peut-être presque d'une forme de laïcité qui s'invite à tous les niveaux. Je m'explique. Euh, En France, il y a encore beaucoup de médecins qui sont rétifs à d'autres approches parce qu'elles ne sont pas validées scientifiquement. Bon, le problème de la validation scientifique, c'est que ça coûte extrêmement cher. Alors, à part pour tester des médicaments, c'est très très difficile. Et puis, je pense encore qu'on a une sorte de réflexe de laïcité qui fait que dès que une approche médicale, une approche de bien-être ou quelque chose qui fait du bien à l'âme ou au corps a une connotation spirituelle, ça crée des résistances encore. Et toi, tu t'attendais à quoi? Tu pensais que ça allait mal se passer, que tu allais avoir un mal fou à trouver quelqu'un, ou tu disais non, 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 je vais quand même trouver quelqu'un, c'est possible. Je savais que j'allais trouver quelqu'un parce que quand j'ai une idée, je suis sûre qu'elle va marcher. Alors c'est peut-être un peu ambitieux, mais c'est comme ça. Et puis du coup, ça me motive à pas lâcher aussi parce que ça a duré 8 mois l'histoire de trouver un médecin qui Ah oui, accepte quand même. et un Hmm. hôpital qui accepte. Donc ça m'a permis de pas lâcher des morceaux. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Je pensais, puisque j'ai décidé, surtout parce que pour le plus de vérité possible, j'ai décidé de les faire se rencontrer pour la première fois devant ma caméra. Donc le premier jour de tournage. Voilà. Mhm. Donc dans une production, on engage des ressources humaines, donc des caméramans, des collaborateurs. C'était des femmes d'ailleurs toutes. On engage du temps et donc on engage de l'argent. Et bon, ben moi j'avais fait le pari et ça avait été accepté par les productions qu'on fasse tout ça sur un postulat que ça allait fonctionner. Ça aurait pu ne pas fonctionner. Ils auraient pu Hmm. n'avoir rien à se dire, ils auraient pu se regarder en chaîne faïence et bon, on va dire tout se raconte dans un documentaire, tout se raconte, c'est la réalité, voilà. Mais je n'aurais jamais pensé que Frédéric allait réserver un tel accueil à ce médecin. Frédéric, qui quand même à la base est anesthésiste, réanimateur, c'est le plus haut diplôme de la médecine, la super médecine, quoi, la médecine bac plus 15, enfin, en l'occurrence c'est la bac, voilà, et etc., etc. Euh, et en fait, elle l'a accueilli, mais comme le Messie, parce que ça fait 10 ans qu'elle s'occupe de ce centre de la douleur, après avoir fait d'autres, voilà, d'autres spécialisations, on va dire, et que ce sont toutes ces spécialités qui lui permettent d'avoir une vision d'ensemble finalement, parce que c'est pas la spécialiste, c'est la spécialiste de tellement de choses qu'elle est devenue, voilà, peut-être c'est là où elle se rapproche de Passang, qui a un savoir global, parce que Ah, elle dit quelque chose de très intéressant, pardon de t'interrompre dans le documentaire. Elle parle d'un art de la médecine. Elle dit que au fur et à mesure des années, on devient un meilleur médecin. Donc c'est peut-être ce qui est sous-entendu. Pas forcément un côté guérisseur, mais peut-être une humanité, un accompagnement, une qualité, une sensibilité dans le soin qui doivent jouer, peut-être même sur la qualité globale du soin, sur le résultat tangible. Euh, et, euh,
Et c'est vrai que dans les centres antidouleurs, et c'est quand même des endroits assez spéciaux parce que euh, vont dans ces centres antidouleurs les gens qui n'ont pas pu être soignés avant. Donc, ma foi, quand une situation est désespérée ou très Voilà. compliquée, ça pousse à être un peu ouvert. Ouais, Et puis, c'est déjà, pour le coup, des endroits où des disciplines non médicales ont ouais, été acceptées et parfois ouais, transformées en quelque chose de médical. Donc, l'hypnose, ça en fait partie, mais il y ouais, a aussi de l'art-thérapie, de la sophrologie, et il y a un petit peu cette idée que tout est bon à prendre du moment que ça fait ouais, du bien au ouais. patient, et parmi ces techniques, l'hypnose en fait partie, mais il n'y a pas que ça, des techniques qui sont vraiment efficaces. Donc peut-être t'as frappé à la bonne porte, le bon médecin et peut-être même aussi au bon endroit. Ouais. Euh, ils ne se sont donc pas regardés en chien de faïence. C'est un coup de foudre de guérisseur. Ça s'est Oui, passé comment? ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, Ouais. en fait, ils partagent beaucoup de choses, ces personnages, en fait, parce que ils sont tous les deux profondément humbles dans leur pratique. Et pourtant, tous les deux profondément érudits. Parce qu'ils ont tous les deux de 15 à 18 ans d'études. Frédéric n'a cessé, depuis qu'elle a commencé à travailler, de continuer à se former. Elle a des Hmm. diplômes en micronutrition, elle a désormais acquis des diplômes aussi dentaires, elle a des diplômes bon, en hypnose, elle a passé un DU d'hypnose qui lui a Ouais. servi à endormir les gens au bloc opératoire et à les aider à se réveiller parce que des gens qui sont multi-opérés, aussi, enfin en recherche de solutions, au bout d'un moment, ça pèse sur le psychique. Et Et on est d'accord, il y a de l'angoisse. L'angoisse augmente la douleur. Et puis, l'intérêt d'utiliser l'hypnose dans l'hypnoanesthésie, c'est que ça diminue la quantité de médicaments. Et donc, on récupère aussi plus vite. Et puis, il y a des opérations dans lesquelles on a besoin de la participation du patient. ouais, Par exemple, une opération, c'est pas très c'est ça. joyeux, mais à cerveau ouvert. Bah, il faut que le patient reste là parce que s'il perd la capacité de parler ou s'il ne ressent plus, il n'entend plus ou quelque chose comme ça, il doit pouvoir réagir. Donc c'est très important d'avoir sa participation. Et quand on y pense, bon bah l'hypnose, les origines de l'hypnose, elles viennent de très très loin, elles existent partout, mais l'origine c'est un petit peu la magie, c'est un petit peu la religion. La différence c'est que l'hypnose telle qu'elle est pratiquée maintenant, c'est euh, débarrassé de ces influences. Donc il n'y a pas de référence à un pouvoir quelconque. On considère que c'est une technique. On considère aussi que c'est l'inconscient du patient qui se guérit lui-même. Mais sinon, dans la manière de faire, moi quand je regardais ton documentaire, je me disais, ah bah ouais, non mais je comprends bien ce qu'il est en train de faire, la Passang. Il le fait différemment, mais ça ressemble un peu à de l'hypnose. Et c'est vrai que c'était assez fascinant. Il y a un Euh, mélange de techniques dans les techniques de passant aussi, et ça c'est très important. Et il y a une chose qui est primordiale mhm. et qu'on s'obstine, qu'on s'entête un peu à segmenter à l'hôpital, c'est qu'on met d'un côté le corps et d'un autre côté l'esprit. Or, sans l'alliance des deux, on n'a pas de médecine opérante véritablement sur le court terme peut-être, mais sur le long terme, difficilement. Voilà. Je suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point-là, mais ce que je trouve au moins très important, c'est que des personnes comme Passang ou des personnes comme Frédéric, donc le docteur en question, réhumanisent l'hôpital, et ne serait-ce que pour le vécu de la maladie, le vécu à l'hôpital, c'est excessivement important, pardon. Il y a des infirmières, des médecins qui illuminent votre séjour, et Dieu sait que c'est important. Quel- j'ai, quand, quand j'ai rencontré Passang, parce que j'ai parlé un petit peu avec lui, j'ai eu cette joie-là, euh, il m'a parlé de sa vision de la nature. Et de ce que j'en ai compris, pour lui, toute la nature vivante, les esprits sont partout. Et ça m'a fait penser à un anthropologue qui est très connu, qui s'appelle Philippe Descola, et qui a postulé cette idée qui est très intéressante, c'est que la vision qu'on a de la nature est culturelle. C'est-à-dire, moi, si je me balade
au Népal, si je me balade dans le Jura, peut-être que le Népal et le Jura se ressemblent beaucoup. Il paraît que Belle-Île et Marie-Galante se ressemblent. Alors pourquoi pas le Jura et le Népal? Euh, je vais peut-être être saisi d'un sentiment océanique, contempler, voir la beauté, mais je ne sentirai pas une présence, je ne me sentirai pas connecté parce que j'aurai une lecture culturelle de la nature qui est différente. Et lui, la nature qu'il a est une lecture animiste, comme on peut le trouver par exemple dans la plupart des tribus amérindiennes dans laquelle la nature est peuplée, qu'on retrouve aussi, ne serait-ce que chez les Grecs et les Romains, hein, les nymphes et autres dryades et autres qui peuplent la nature, les Néréides dans les océans, on est dans cette idée aussi qui finalement est une idée très 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 courante. La question que je voulais te poser, c'est et quelles sont les techniques de Passang? C'est un peu moche le mot de technique parce que je comprends bien qu'il essaye d'avoir quelque chose d'holistique et qu'il essaye d'accompagner l'entièreté d'un individu. Mais toi, tel que tu l'as observé, donc, si je me fie au documentaire, il y a un petit côté hypnose. Ça, on est d'accord? En tout cas, si c'est l'hypnose, elle est conversationnelle. C'est Ouais, l'hypnose de la parole. Voilà. d'accord. Euh, voilà. C'est plutôt comme ça. Si on doit faire un rapprochement, c'est plutôt comme ça. C'est-à-dire, Il y a, tout se fait en douceur, c'est pas, ils discutent, mais on voit bien, moi j'ai vu à certains moments des patients qui partent un petit peu, qui sont emmenés, parfois même, ils chantonnent un petit peu, et ça a quelque chose de très très envoûtant, et c'est vrai que si on doit le rapprocher, tu as raison, plutôt de l'hypnose conversationnelle. Qu'est-ce qui fait chanter, de... chanter, ça, là aussi, ça mobilise les capacités. On le fait pour les femmes enceintes aussi, et dans bien d'autres cas, ça mobilise le diaphragme, c'est-à-dire ça ouvre la cage thoracique, ça génère des vibrations dans la partie haute du corps, ça génère des vibrations dans toutes les terminaisons nerveuses là sur le visage, et Dieu sait qu'on en a. Et ça mobilise jusqu'aux os en passant par l'eau qui compose à 70% de notre corps. Le Puis il y a des, c'est vrai qu'il y a des approches qui ont vraiment presque un caractère de psychothérapie. Le chant en fait partie. Moi, je ne compte pas le nombre de patients et patientes qui se sont libérés d'angoisse, qui se sont libérés d'émotions au travers du chant. Il y a le théâtre également qui peut être profondément thérapeutique. Il y a la danse qui peut être profondément La thérapeutique. mise en mouvement, ça fait partie, oui. Exactement tout ce qui engage le corps, les émotions qui permettent de les sortir. Même la prise de parole en public peut avoir quelque chose comme ça de cathartique. Donc ça fait vraiment partie des approches qu'on peut faire en plus d'ailleurs d'une psychothérapie ou qu'on peut faire simplement comme une sorte de chemin tranquille de développement personnel. Ça peut être très intéressant. Donc, C'est de allez, la je te laisse douceur. continuer. Voilà, c'est de la douceur, mais je voulais juste souligner que c'était pas que ça. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement simples qu'on les oublie, mais souvent la simplicité a du bon. Et y retourner, y faire un saut de temps en temps et prendre conscience de ce qu'elle peut apporter, on se dit que ça peut apporter beaucoup. C'est pas voilà, c'est pas anecdotique. Après, il utilise l'acupression. Donc c'est comme l'acupuncture, sauf que on va venir le faire avec les doigts. On va se Mhm. mettre sur des points énergétiques, ça a complètement à voir avec la médecine énergétique. On va prendre un méridien, si vous connaissez cette notion, qui peut, Donc ça, c'est comme dans la médecine chinoise, l'acupuncture. On peut exactement. peut-être le rapprocher d'une technique plus occidentale qui s'appelle les trigger points ou Ouais, gâchettes. Il y a aussi une méthode qui s'en rapproche qui s'appelle la méthode Bonaparte, qui marche aussi un peu avec ce genre d'approche. Donc quelque chose avec une représentation du corps comme quelque chose d'énergétique et une médiation ouais, corporelle très forte. Donc ça, quelque chose qui ressemble à l'acupuncture. ouais. Les bols, tu me disais, comment les utilisent-ils les bols? La vibration, ben, il utilise la vibration, donc comme outil de diagnostic, en fait, bon, quand il est au plus profond de sa pratique, c'est-à-dire qu'il s'immerge vraiment dans la pratique, voilà, très attentive, il peut déceler jusqu'à 56 vibrations différentes avec le bol. Voilà. Mhm. C'est subtil et c'est tellement subtil que ça nécessite un engagement physique, corporel, de présence plein et total. Et ça, c'est tout ce qu'il a appris depuis l'âge de ses 5 ans, hein, à rester Ouais, immobile
pendant 12 heures pour être en connexion totale avec la moindre chose qui arrive. Et pour retourner à la nature, il y a quelque chose qui lie le Jura et son Népal natal, c'est la montagne. Et dans la montagne, puisque la montagne, elle est silencieuse, elle est souvent le moindre bruit, la moindre, il se passe quelque chose, on est en connexion avec. Parce que le silence génère cet attrait, cette compréhension, ce goût et cette connexion avec le moindre bruit qui va venir créer une atmosphère, etc., etc. Donc voilà ce qu'il utilise beaucoup la parole et effectivement, puisque tu parlais de sa vision que tu qualifies d'animiste, sa vision de la vie et de la nature, c'est tel que tu sais, hein, Gaël, tel que je l'ai perçu, et du haut de ma méconnaissance. Hein. Donc, si mes mots ne sont pas exacts, non, et mais j'ai pas parlé très longtemps avec Passang, il faut pas m'en vouloir. non, pas du tout. Quand vous naissez à Vaucresson, juste à côté de Versailles, vous êtes très peu plongé dans ce genre de tradition, croyez-moi. Donc, il faut m'excuser s'il y a des petits problèmes de traduction de temps en temps. Et alors, une question que je lui avais posée, mais ça s'est fait Donc sur un temps très court. Il utilise aussi des plantes, je crois. Alors, il ne le fait oui, pas en France, mais il utilise aussi ouais, une les pharmacopée. plantes. Dans ce qu'on peut voir dans le documentaire aussi, il a beaucoup un peu des notions de cosmologie et ça c'est très 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 ancestral, c'est-à-dire qu'à partir de chiffres, à partir de l'écoute, du ressenti, vous verrez dans le documentaire, il a une écoute très active. Il Mhm. écoute intensément. Il est 100% là. Parce qu'il capte, là il est en ouverture et il capte ce que ça signifie dans les générations passées, tous les liens intergénérationnels, tous les principes karmiques, voilà, tout ce qui est lié en fait avec les astres et la cosmologie et le transgénérationnel finalement, parce qu'on vient tous d'une lignée, on n'est pas né dans les choux. Alors, pour ceux qui nous Il utilise écoutent et pour qui karma transgénérationnel crée spontanément des boutons et une allergie à la limite du choc anaphylactique, euh, il faut imaginer que nous sommes chacun baignés dans des cultures et que si vous habitez au Tibet, l'astrologie fait partie du quotidien. Vous n'allez pas vous marier sans choisir une date précise en fonction de ça. Et on crée des liens, la culture crée des liens qui nous échappent parce qu'on est dans une société où finalement le rapport magique, le rapport à la nature est assez lointain. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. À mon avis, son avantage, c'est qu'on la médecine occidentale s'est développée sur des bases scientifiques, peut-être humainement arides, mais excessivement efficaces et prouvées. Ça a ses inconvénients, c'est que dès qu'on arrive dans quelque chose qui est de l'ordre de l'irrationnel pour la médecine, que la médecine n'arrive pas à aborder, elle est souvent très, très déstabilisée et parfois même en rejet du patient. Ce n'est pas une critique générale que je fais aux médecins, à la médecine, etc. Mais disons que quand c'est un rhume, quand c'est un cancer, c'est des choses qu'on connaît bien et qu'on sait traiter. Mais quand c'est des choses qui résistent, qui sont un peu bizarres, qui sont un peu compliquées, qui sont, on va dire, à la rencontre, à la frontière entre le corps et l'esprit, quand on ne sait pas si l'origine est psychologique ou psychosomatique, donc ou bien physiologique, ça devient beaucoup plus compliqué et notre médecine n'est pas la mieux armée pour ça. Euh, il a suivi combien de patients à cet hôpital à Reims? Tu peux me dire d'ailleurs dans quel hôpital c'est pour ceux qui voudraient ouais, savoir? c'est au CHU Robert Debré. D'accord, très bien. Et C'est il au a suivi combien? On a suivi 3 personnes. Trois personnes, On a très bien. suivi 3 personnes. Il y en a eu un peu plus, mais c'était de l'ordre du soin. On n'a pas pu filmer parce que j'ai voulu filmer pendant le vrai temps d'hospitalisation, parce qu'on n'était pas en service de douleur, mais on était en hospitalisation, comme Mhm. dans leur vraie vie à ces patients, où une fois tous les X mois, on va dire 4 à 6 mois, ils viennent se faire perfuser
Ils restent en hospitalisation, soit à dormir sur place ou à côté, ou chez eux et revenir le lendemain matin, sur une semaine pour recevoir des antalgiques appelés kétamine, donc des antalgiques forts, pour qui ont qui un vont effet hallucinogène quand on ne donne pas des anxiolytiques avec. voilà, mais surtout Mm. malheureusement, bon, ça c'est le petit côté qu'on n'aime pas trop, enfin que les médecins n'aiment pas trop. Ils essaient du coup, ils donnent la molécule effectivement anxiolytique pour baisser. Donc vous voyez, hein, on est vraiment on joue avec toute la chimie de notre Ouais, corps. c'est pour ça que ça doit être fait à l'hôpital, évidemment, c'est dangereux Voilà, dans un autre cadre. exactement. Voilà. Ça va sans dire. Donc il venait pour un traitement de kétamine, ce qui est donné pour Ouais, des douleurs qui sont résistantes. voilà, sur Ce que 5 jours. j'ai trouvé d'ailleurs que dans les trois personnes qui ont été suivies, en tout cas celles qu'on voit à la caméra, à chaque fois, euh, des, une problématique psychologique personnelle extrêmement forte. Je vais essayer de résumer. Une Ouais, femme qui est toute dans la douceur et le don, mais qui ne s'occupe pas d'elle-même. Une femme qui est blessée par la vie, méfiante de tout, inquiète. Et un homme qui ne s'est pas remis d'un deuil de sa jeunesse. En tout cas, c'est tel qu'on le voit dans le documentaire. Dis-moi si je dis des bêtises. Et oui, avec ça, à chaque fois, bah, des douleurs et le mode d'action de Passang qui va des bols chantants à la parole. Enfin, c'est assez très très beau à voir. Qu'est-ce que ça leur a apporté? On est d'accord, c'est sur un temps qui est très court, oui. avec des patients qui n'avaient pas forcément demandé au départ à suivre ce genre de soins. Qu'est-ce que Non, ça mais leur a apporté? Ils étaient prévenus quand même et consentants. Oui, c'est déconcertant. Alors, pardon. Parce que je suis maladroit, je suis désolé, Gaël. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il n'avait pas lu au début le guide, le que sais-je, des bonnes et du chamanisme tibétain et qu'il ne savait pas trop à quoi s'attendre. Mais qu'est-ce que ça l'a apporté comme résultat? Alors déjà, et c'était un peu le but recherché, autant par Frédéric que par ma démarche, une ouverture d'esprit, une sorte d'éveil à quelque chose qui méconnaissait. Et quand on Mhm. peut s'éveiller à quelque chose, on peut s'éveiller aussi à d'autres choses. C'est-à-dire que même si les techniques euh, pouvaient ne pas leur plaire, c'était un pas vers une ouverture et c'est toujours favorable l'ouverture. Voilà. Puisque D'accord. surtout quand il y a des blocages, puisque eux, manifestement, pour ne pas réussir à trouver des thérapeutiques efficaces, il y a un blocage de quelque nature qu'il soit. Que serait un podcast sans un chat? Moi, je trouve que ça apporte un charme fou à... Moi, j'en ai trois à la maison. J'essaie désespérément de les faire rester à Bon, un autre endroit. Mais il je était trouve que calme. c'est comme les enfants qui, vous savez, à un mariage, il y a toujours un enfant, un nourrisson qui crie. Ça donne de la vie et de la joie. Euh, alors, une ouverture. C'est vrai que Ouais, ces trois personnes-là, on voyait bien que c'était pas le genre de personnes à non, forcément consulter des non, psys exactement. et être dans Ouais. l'auto-analyse en permanence. Et est-ce que les a soulagés? Oui, beaucoup. D'abord, il y a eu du toucher parce que là aussi, c'est quelque chose de simple. Une des méthodes de Passang, il touche le corps, il prend contact. Donc, il touche l'esprit parce il essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et il touche le corps. Et je pense qu'il y a au moins 2 personnes sur les trois qu'on voit dans le documentaire qui n'avaient plus l'habitude, qui étaient coupées de leur enveloppe charnelle. Voilà. Et Ouais. le simple fait de revenir à ça, ça leur a fait prendre conscience que les douleurs, elles étaient peut-être ancrées ailleurs. C'est très évident hein, quand on voit le documentaire, on voit des gens qui sont dans un corps de douleur, dans une sorte d'armure, et passant à une sorte de douceur dans le contact. Et c'est un petit peu comme si ça les reconnectait à une forme de tendresse. Et ça a certainement un intérêt, c'est que ça leur permet pour une fois d'expérimenter le corps comme quelque chose qui peut être agréable, doux et qui les met en contact avec l'extérieur. Donc ça, c'est très très beau, c'est très très beau à voir. Et aussi une chose qu'il faut se dire et qui est très importante à savoir dans la douleur, c'est que plus on lutte contre la douleur, plus elle a tendance à se renforcer, à se transformer en souffrance. C'est-à-dire se démultiplier parce que
il y a une sorte de lutte intérieure, de rejet intérieur, ce qui se comprend évidemment. Et là, quand on accepte un peu les sensations du corps, la douleur est peut-être plus aussi grande, mais elle devient plus acceptable à vivre. Une douleur plus acceptée est une douleur Mieux maîtriser. mieux maîtrisée. C'est difficile de décrire ce que c'est, mais ça joue. Ça joue vraiment. Euh, et est-ce qu'ils ont continué après, d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu les... Ça, il a été proposé notamment à une des personnes qui était suivie, qui était de toute façon, toutes ces personnes sont des patients de Frédéric Hart. Bien sûr. Il a été proposé des séances d'auto-hypnose parce qu'elle a mis ça en place. Alors certes, les places sont chères parce que il y a beaucoup de gens qui souffrent et il n'y a pas beaucoup de séances d'hypnose. Il faut peut-être attendre, tout comme pour aller dans les centres de la douleur. C'est parfois il y a 6 à 9 mois d'attente. Enfin, c'est voilà. Ouais, et puis même quand on rentre dans un centre antidouleur, ensuite pour avoir accès à un hypnothérapeute, ça peut prendre autant de temps. Bon, en attendant, évidemment, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube. Évidemment, c'est toujours mieux quand vous avez quelqu'un pour vous accompagner, mais l'important, c'est de maîtriser la technique et de la pratiquer un maximum parce que l'auto-hypnose a vraiment un côté analgésique et vous ne perdez vraiment rien à essayer. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir une hypnose dans sa boîte à pharmacie, une hypnose antidouleur. Bon, comme ça évite de prendre un paracétamol quand on a mal à la tête parce que ça peut partir comme ça rapidement. Et puis si on est obligé de le prendre, on le prend et c'est pas très grave non plus. Mais ce sont des approches qui sont très intéressantes. Je le dis souvent dans le cadre des lives, mais dans les centres antidouleurs, on utilise aussi les électrostimulateurs qui sont des techniques excellentes, c'est très efficace, la cryothérapie, il y a des trucs qui s'appellent les champs de fleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ces approches. Il y a énormément de choses à faire pour la douleur et quand tout est combiné, ça agit d'une manière vraiment plus efficace. Et c'est important de prendre en compte le corps, la chimie du corps, la psychologie de l'individu et tout ça en même temps fait qu'il y a finalement de très très belles histoires qui arrivent et qui sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. On voit enfin le chat, on n'entendra pas, on ne fera que l'entendre en podcast. Je me permets de le décrire, c'est un très beau chat tigré. J'ai l'impression que c'est un mâle, mais je peux me tromper. C'est pas mal, il s'appelle Hector. Et voilà. Et dis donc, des références à la mythologie et à l'Iliade, je l'imagine. Enchanté, Hector. Et je sais que on va finir avec ça, même si évidemment j'ai envie de continuer à échanger avec toi pendant des heures et des heures. Je trouve ça, il y a une phrase de Saint-Exupéry, quelque chose du genre, mon frère, ta différence, loin de me peiner, m'enrichit, ou quelque chose comme ça. Avant la fin du podcast, je vous retrouverai la citation exacte. Et donc, vraiment, en parlant avec toi, en parlant avec Passang, avec Frédéric aussi, qui a une vision très, très ouverte, vraiment beaucoup plus ouverte et beaucoup que la plupart des médecins. Ça veut pas dire que les autres médecins sont étroits d'esprit, c'est qu'elle est vraiment particulièrement ouverte. Mais je trouve que c'est une très très belle richesse que de l'entendre et de partager sur des sujets, même si moi personnellement je suis, voilà, on va dire plus classique dans mes choix. Mais je sais que tu as des projets. Quels sont tes projets? Parce que ton aventure de vie avec Passang et avec Frédéric ne va pas s'arrêter là. Qu'as-tu prévu de faire ensuite? Tu nous as parlé d'un livre et je sais que tu as un documentaire aussi de prévu, un nouveau, en plus du chaman et la médecin que vous pouvez d'ailleurs louer en VOD. Le lien est dans la description. Merci de me permettre de présenter le travail à venir, en cours et à venir, à paraître en tout cas. Effectivement, il va y avoir un livre qui va traiter notamment du chamanisme, des savoirs ancestraux qui se basent sur les enseignements de Passang. Donc là, on va revenir sur qu'est-ce que c'est que ce chamanisme Bonpo, donc cette façon de guérir, de soigner, qui utilise, tu l'employais tout à l'heure, un peu quelque chose de magique, au même titre que des choses très concrètes. Donc on va revenir sur
Et puis aussi toute la sagesse, puisque c'est un mélange de culture, de croyance et de sagesse liée à des philosophies de vie. Voilà, des choses vraiment concrètes et pratiques. Donc ça, c'est un livre qui est en cours de préparation. Et puis, il y a un documentaire qui abordera plus largement, avec encore ces deux personnages et surtout ces deux lieux de soins qui sont très différents, qui sont l'un l'hôpital et l'autre le cabinet plutôt intime auquel on va par désir à rencontrer Passang pour recevoir un soin. Et l'idée, ce sera de capter un petit peu les patients des deux approches pour évoquer ce qu'est la santé de manière globale et le rapport à la douleur en fonction justement des croyances et de l'environnement. Bah, ça va Voilà. être passionnant. Je te remercie infiniment, Gaëlle, pour, pour tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as raconté, tout ce que tu as fait passer, que je ne connaissais évidemment pas et qui est le genre de connaissances, d'échanges qu'on continue à mûrir en soi tranquillement, longtemps. Euh, Moi, j'ai une manière d'aider mes patients vraiment très, très, très différente de ce que tu décris. Pour moi, quand je suis avec mes patients, il n'y a pas de référence culturelle ou cultuelle précise. Je sais pas, je fais pas croire à un modèle de pensée ou un modèle de vie. J'essaie même de faire en sorte que ce que je dis est psychodégradable. C'est-à-dire, le but, c'est que ce soit vraiment le mode de pensée de mon patient qui soit respecté. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas direct, je suis au contraire très très direct. Et l'hypnose, même si ses origines peuvent se retrouver peut-être quelque part dans le Bénin avec le vaudou ou partout ailleurs avec la magie, malgré tout, ça reste maintenant, c'est une pratique pareille qui s'est, comment dire, allégée de son côté culturel. Et donc ma manière de faire est extrêmement, extrêmement différente, même si euh, dans la forme, avec l'hypnose par exemple, avec la parole, et même si moi je ne m'occupe pardon, que de l'esprit des gens, et c'est déjà pas mal, ça reste quand même assez différent globalement, mais je suis ravi, ravi de cet échange, et je vais pouvoir finir avec cette vraie citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Si tu dis faire de moi mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Eh bien, si on pouvait se dire ça sur Internet, dans nos échanges, et commencer par écouter avant de condamner, avant de critiquer, bon, ce serait peut-être une bonne idée, Gaëlle. Et donc, je te remercie infiniment pour toutes ces différences que tu m'as amenées. Elles sont précieuses, elles sont belles, et j'invite tout le monde à se passionner pour la culture du Népal, la culture du Tibet en général, sur le bouddhisme tibétain, à lire Alexandra Davinel et bientôt à lire ton futur livre et à voir ton futur documentaire. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci à toi.